Donc, quand on m'a invité, je pensais que je fais un truc sur les lois de la nature, mais j'ai bien deviné qu'il a déjà assez de présentations sur les lois de la nature. Donc, j'ai fait un peu autre chose. C'est un peu work in progress. Donc, j'espère que ça devient suffisamment clair pour pas vous laisser endormir après le repas. Donc, je commence avec quelque chose schématique et simple. Ça, c'est ADK pour vous. Ensuite, je vous invite à un voyage dans un domaine du passé évolutif avec des choses un peu intrigantes et j'essaye d'en tirer certaines choses qui sont peut-être pertinentes, en tout cas intéressantes à réfléchir pour notre problème du colloque, l'induction. Les dernières 3 pages, c'est un peu confus, j'imagine, mais on verra ensemble. Alors, schématisation de l'induction pour la présentation. On a une observation de certaines entités avec certaines propriétés. Ensuite, d'une manière explicite ou implicite, il faut ajouter des prémices, uniformity principle, des choses comme ça, quelque chose sur la parcimonie, sur la simplicité. Et ensuite, on fait une inférence pour certaines entités non observables, non observées. So far, so good. Le problème qui m'intéresse le plus dans cette présentation, c'est un problème d'inférence phylogénétique. Donc, il faut un peu construire des arbres des espèces. Vous observez des espèces récentes actuelles dans votre labo, dans votre cave, vous le torturez, vous tirez des informations et ensuite vous devinez qui avait quoi comme ancêtre commun. Donc on a une observation description des espèces récentes avec leurs propriétés, disons des espèces A, B et C. On ajoute certaines prémices, par exemple qu'il a la transmission héréditaire, du coup il a un peu l'information qui est conservée. Et on fait une inférence par rapport au fait, par exemple, que nous partageons avec des chimpanzés un ancêtre plus récent qu'on partage avec des chevaux, par exemple. Très bien. Donc, so far so good. Donc, la première partie est connue pour tout le monde. La deuxième partie est, dans un certain sens, identique. C'est juste que on ne se pose pas la question est-ce que le carbone derrière la Lune a les mêmes propriétés qu'on a un peu dans le labo, mais on pose des questions par rapport au passé évolutif. Est-ce que notre ancêtre commun avec les chimpanzés partage ou a possédé des propriétés comme nous? Est-ce que c'est une common cause pour les similarités entre nous et les chimpanzés? Pour avoir une idée un peu plus claire d'un arbre phylogénétique, vous avez une observation avec, c'est le point de départ. Vous observez certains caractères. Donc là, vous avez 51 caractères qui sont trouvés chez nous, chez les chimpanzés, chez les chevaux. Et ensuite, vous avez une sorte de classification de ces caractères. Il y a certains caractères, et c'est une sorte de, moi je dirais c'est une sorte de prémisse ontologique qui est un peu important pour la fin de la présentation. Vous faites une sorte de classification que certains caractères dans votre observation des espèces récentes sont plus importants que d'autres caractères pour construire l'arbre phylogénétique. Par exemple, il a les caractères 66 à 51, c'est des caractères dérivés qui sont émergés plus tard, qui n'ont été pas présents dans le passé très très loin, qui sont plus pertinentes pour deviner ou pour calculer quel arbre phylogénétique est l'arbre ADK. Donc, c'est un peu la question, si vous comparez un peu les deux arbres, il y a un qui est correct et l'autre qui n'est pas correct. C'est un peu la question comment savoir, et c'est très crucial de classifier ou caractériser ou distinguer certaines propriétés. J'espère que ce niveau de simplicité vous convient. Ok. Ouais. J'ai commencé à quelle heure? Je pense que ça fait 5 minutes. 5 minutes. Ah donc ça va. Ouais. Alors, on a fait ces matins et on va continuer après moi avec un débat, je dirais, un peu général, classique, mais fascinant sur la notion des lois de la nature. Est-ce qu'il a des dispositions? Quelle est la notion de nécessité? L'uniformité de la nature, est-ce qu'on les trouve à des échelles différentes? C'est un peu des questions extrêmement intéressantes qui m'intéressent aussi.
Et en arrière-plan, on les voit aussi à la fin de la présentation encore. C'est un débat plus ontologique, je dirais. Vous avez aussi un débat plus méthodologique, les critères de la parcimonie, des prémices qui sont un peu importantes là-dessus. Je ne vais pas directement dire quelque chose maintenant là-dessus, ça c'est un peu votre débat, mais une fois que j'ai continué avec le cas d'études biologiques, je vais revenir à ce débat un peu général, si le temps le permet. Donc, il y a 2 questions qui ont inspiré le cas d'étude que je vais introduire dans 2 minutes. Sous quelles conditions l'inférence phylogénétique est indépendante des processus causaux qui influencent l'évolution biologique? Un peu dans le sens où, si vous avez devant vous un tableau et il faut tracer les 4 milliards d'années d'évolution pour expliquer ça à vos étudiants, l'image la plus simple est qu'il a eu une adaptation après l'autre. Une sorte de gradualisme, il a un peu une évolution. Est-ce que c'est une image qui est adéquate pour résumer l'essentiel de l'évolution? C'est une question que vous pouvez poser. Si vous avez une sorte de vitesse constante, une sorte de ligne avec un progrès ou quelque chose comme ça, probablement le problème d'induction ou l'inférence phylogénétique, ça va, c'est rien de particulier. Le problème est, dans l'évolution biologique, vous trouvez des déviations, une signature non linéaire. Il s'agit de systèmes complexes avec toutes ces particularités. Et c'est un peu la question, est-ce que dans la construction des arbres phylogénétiques, quand vous faites les inférences, est-ce qu'il vous faut tenir compte de cette déviation, de cette complexité, de cette non-linéarité? C'est un peu une question que je me suis posée. Donc, autrement dit, dans quelle mesure vous pouvez éventuellement trouver une dite transition majeure évolutive, ou la manière comment l'évolution biologique progresse, change, a elle-même changé, peut impliquer des problèmes pour faire les inférences phylogénétiques pour construire des arbres. Donc une transition majeure évolutive est quelque chose où le changement évolutif, sa manière de changer, a lui-même changé. Penser à l'émergence des organismes multicellulaires, une fois que c'était mis en place, la manière comment l'évolution progresse après a complètement changé. Un autre cas classique pour une transition majeure, c'est la reproduction sexuée. Et c'est ça le cas d'étude pour la suite. Un peu une question, est-ce qu'on trouve une particularité dans la reproduction sexuée ou dans la dynamique évolutive à cause de la reproduction sexuée qui fait que nos arbres phylogénétiques, en fait, il faut les faire différemment, il faut les interpréter différemment, ou il faut être juste agnostique par rapport à certains calculs des ancêtres communs. Question ouverte. Donc, après cette introduction, commençons avec cette disclaimer. C'est très biologique ce que je vais faire. Peut-être c'est pas très philosophique, mais je vais faire une sorte de résumé, une vulgarisation conceptuelle qui, j'espère, permet à tout le monde de poser des jolies questions et être en désaccord avec mes conclusions. Alors, sélection naturelle standard. Vous êtes des bactéries, c'est un hôpital. Vous êtes résistant contre les antibiotiques, vous n'êtes pas, vous allez mourir, vous allez rester. Très bien. Tendance générale de la sélection naturelle, diminution de la variation. Avant, on avait A et B, à la fin, on a juste encore A. La sélection disruptive, c'est une notion peu connue, ultra intéressante, à mon avis, qui est un peu probablement le mot-clé le plus important pour la suite. Sélection disruptive veut dire qu'il y a 2 extrêmes qui sont sélectionnés positivement, donc 2 extrêmes de propriété. Vous êtes grand, vous êtes petit, désolé, un peu intermédiaire. Sélection disruptive veut dire les génotypes, phénotypes intermédiaires disparaissent.
Donc vous allez de nouveau survivre, comme en tant que bactérie, mais vous aussi, sorry about that, au milieu, vous allez disparaître. Donc il y a aussi une diminution de la diversité, mais on a maintenant 2 directions évolutives qui sont sélectionnées positivement. Donc il y a une tendance de devenir de plus en plus grand, qui est sélectionnée positivement. Il y a une tendance de devenir de plus en plus petite, qui est également sélectionnée positivement. Au même temps, dans la même espèce. Très bien. Ok. So far, so good. On peut trouver des exemples. Il faut se nourrir, bien sûr. Il y a un certain type de nourriture qui est accessible pour une grande partie de la population. Vous êtes en compétition avec eux, métaphoriquement parlant. C'est mieux d'accéder à une petite niche écologique, un certain type de nourriture qui n'est pas très vu, pas très observé, pas très bien trouvé par les autres. Donc pour éviter la compétition avec les autres dans la population, vous allez vous spécialiser dans une certaine direction. Et de nouveau, vous trouvez ça, c'est un peu une idée, une illustration de la sélection disruptive. Le point clé est que vous diminuez la compétition avec les autres en devenant de plus en plus différent de la majorité ou des autres. Ça, c'est la chose à retenir de la sélection disruptive. Avec cet exemple-là, vous pouvez aussi avoir une idée que la sélection disruptive implique une sorte de spécialisation écologique. Parce que vous devenez de plus en plus grand, vous pouvez, je ne sais pas, trouver des pommes. Parce que vous devenez de plus en plus petite, comme les Allemands sont addicts comme moi, vous trouvez plus facilement des fraises. Hein? Ça va? Très bien. Maintenant, deuxième partie du cas d'étude. De nouveau, programme contraste, introduction simple. La spéciation allopatrique. Donc vous êtes maintenant des pinsons de Darwin sur une île de Galapagos. Tout le monde est un peu différent. Sur cette grande île, ça va, tout le monde peut survivre. Et ensuite, il y a, je ne sais pas, une éruption de volcan qui nous pousse à migrer vers les autres îles. Donc il y a une sous-population qui va sur une île avec certains insectes à picoter et les autres sur une autre île avec une flore et faune différentes. Donc il y a 2 populations des pinsons qui se trouvent dans des contextes environnementaux différents. Vu que les conditions environnementales sont différentes, il y a une pression sélective dans des directions différentes. Donc en gros, après une séparation géographique entre 2 sous-populations, il est juste une question du temps que les différences s'accumulent et un jour, il s'agit de 2 espèces différentes. Ça, c'est un peu le modèle standard de spéciation. D'abord, séparation géographique, ensuite, une tendance inévitable d'accumuler des différences, et à un moment donné, il y a une isolation au niveau de la reproduction et ces 2 espèces différentes. Right. Spéciation sympatrique fonctionne différemment. Vous avez une population et à l'intérieur de cette population, il émerge des barrières reproductives. Et à un moment donné, vous avez 2 populations qui deviennent 2 espèces différentes. Ce n'est pas controversé que c'est théoriquement possible. Il n'est pas controversé que ça existe. Il est juste controversé dans quelle mesure la spéciation sympatrique a joué un rôle important ou pas. Et c'est un peu la question, quelles sont les conditions importantes pour une telle spéciation? C'est peut-être un détail qui n'est pas trop important pour la suite, mais parfois ça aide pour maintenant illustrer ce qui m'intéresse le plus, la sélection disruptive. Donc une question, et c'est la raison pour laquelle dans la recherche biologique, c'est très intéressant et un peu une sorte de projet de recherche depuis 20-30 ans. Dans quelle mesure la sélection disruptive peut faciliter la spéciation sympatrique? La slide qui va venir maintenant, de nouveau, beaucoup trop de texte et laisse tomber les détails. C'est juste pour vous illustrer un peu et je vais tirer un peu une sorte de mot-clé important à la fin. Donc, dans quelle mesure la sélection disruptive pourrait faciliter la spéciation sympatrique?
d'une manière relativement directe. Il a la tendance que vous allez devenir de plus en plus A, plus grand, de plus en plus B, petit. Et à cause de cette tendance vers le A et la tendance vers le B, à un moment donné, ça touche d'une manière ou d'une autre les organes reproductifs. Et en fait, les couples intermédiaires A-B ont des désavantages au niveau de fitness. Donc, il a une tendance que cette population reste un peu de plus en plus entre elles, la même là-bas, et un jour, il a deux espèces différentes. Simple. Vous pouvez avoir quelque chose un peu plus indirect. Parce que vous êtes grand et vous aimez bien les pommes, vous êtes toujours vers les pommes. Parce que vous êtes petit et toujours vers les fraises, vous êtes vers les fraises. Et vu que la reproduction a lieu où on mange, c'est clair qu'il a juste la reproduction vers les pommes et la reproduction vers les fraises. Et un jour, vous êtes suffisamment différents. Un peu allemand fraise, un peu pomme, je ne sais pas en fait. Très bien. Très intéressant aussi. Cette tendance de devenir, ou un avantage d'être de plus en plus A, ou d'être de plus en plus B, peut être lui-même objet de la préférence sexuelle, de la sélection sexuelle. Donc peut-être il a des femelles qui préfèrent la reproduction sexuelle avec des mâles qui adorent les pommes. Et du coup, il y a une certaine probabilité que la descendance hérite cet facteur très A, s'accumule de plus en plus. Et c'est une sorte de mécanisme qui se renforce. Donc le mot-clé qui est très important ici, et qui est le plus extrême si on fait la combinaison avec la sélection sexuelle, est un feedback loop positif. Donc déjà, dans les cas classiques, ou les premiers deux cas, sélection disruptive veut dire, au début on a un petit peu A intermédiaire, un petit peu B, mais parce que A et B impliquent des avantages, il y a vraiment cette direction, vous devenez très vite, très extrême, très A, très vite, très extrême, très B. Et parce que vous devenez de plus en plus A, il est probable que vous devenez encore plus rapidement B. Et si vous combinez ça avec la sélection sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui va très vite dans des directions très différentes. Donc les mots-clés à tenir compte pour la fin, c'est une sorte de dynamique évolutive qui se laisse résumer en anglais avec positive feedback loop. Je ne sais pas comment dire en français, c'est trop mon repas. Rétroaction. Ouais, un truc comme ça. Vous faites la traduction. Christine a fait la traduction en français. Bien. Troisième partie du cas d'étude. L'évolution de l'anisogamie et du dimorphisme sexuel. Donc, clarification, de nouveau, on commence avec le programme contraste simple. Isogamie veut dire que les gamètes, donc pour la reproduction sexuelle, sont similaires, identiques, indiscernables. Il n'y a pas vraiment deux sexes. Chaque organisme dans une espèce produit des gamètes avec la même taille, la même morphologie, le même niveau de nutriments. L'anisogamie, par contre, veut dire qu'il y a deux types de sexes dans l'espèce, dont un produit des gamètes plus grands, avec des mitochondries, avec plus d'énergie, plus du chocolat, et l'autre type de sexe, très réducteur, Conservative Reductionism, c'était un livre mais aucun rapport avec, se concentre de produire des gamètes et spermatozoïdes de plus en plus minimalistes. En fait, il n'a que les génotypes qu'il a dedans. J'exagère un peu. Mais de nouveau, on a deux types de gamètes. Un type de gamète qu'on peut avoir en tête, une sorte d'ovocyte. L'autre type de gamète, c'est une sorte de spermatozoïde. Et les deux se distinguent. Donc, c'est une question ouverte. Comment l'isogamie a évolué vers l'anisogamie. Donc, la reproduction sexuelle, ça fait, 1,5 milliard d'années. Et à un moment donné, il y a un peu l'anisogamie qui émergeait. Il y a des jolies hypothèses pour expliquer ça. Quelque chose avec les mitochondries, assez drôle. Je ne vais pas parler de ça. Ou que les conditions pour garder l'isogamie sont tellement rares et particulières que c'est juste une question du temps que l'anisogamie émerge. Ça, c'est un projet de recherche, mais ce n'est pas mon projet de recherche que je présente ici. Ce qui est non controversé
et juste à garder en tête. Et une fois que vous avez l'anisogamie dans votre espèce, une fois que c'est mis en place, c'est inévitable qu'il y ait un dimorphisme sexuel qui résulte de ça. Une fois que vous avez certains organismes avec des gamètes petites, d'autres organismes avec des gamètes plus grandes, ils ont des stratégies évolutives différentes, et en fin de compte, il faut juste maintenant faire le saut, pour faire très simple, que vous avez un dimorphisme sexuel avec des traits, un génotype, phénotype différent côté femelle, côté mâle. Donc dimorphisme sexuel veut dire qu'il y a des différences génétiques et phénotypiques entre mâle et femelle. Juste ça. Ok. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle c'est mis en bleu, pour m'aider et vous aider aussi, cet dimorphisme sexuel peut être lié à la reproduction. Tout le monde le sait. Il y a une différence, disons, biologique entre mâle et femelle, si on fait une sursimplification de nous. Mais les différences entre mâle et femelle ne sont pas forcément juste liées avec des organes de reproduction. Vous pouvez avoir aussi d'autres traits qui se distinguent entre mâle et femelle. Et ça entre un peu dans cette idée de spécialisation écologique. Peut-être les femelles sont plutôt petites et à cause de ça, ils mangent des fraises. C'est une métaphore. Et les mâles sont très grands, bien sûr, pour battre les mammouths, mais aussi peut-être pour plus facilement trouver des pommes. Créez une image comme vous voulez. C'est juste à garder en tête que le dimorphisme sexuel n'est pas forcément exclusivement lié à des différences au niveau des organes reproductifs. Maintenant, quelque chose que vous connaissez sans doute un petit peu, je fais très vite, ne lisez pas ces textes-là. Si on pose la question de l'anisogamie et du dimorphisme sexuel, quelle est la dynamique qui est impliquée par tout ça, vous pouvez avoir une interprétation à la Richard Dawkins, à la Robert Trivers, et vous soulignez l'idée que une fois que vous avez l'anisogamie en place, il y a inévitablement une sorte de conflit sexuel. Il y a inévitablement une certaine stratégie évolutive qui est poursuivie par les mâles, augmenter le niveau de fitness en augmentant le taux de reproduction, tandis qu'en tant que femelle, ce n'est pas quelque chose qu'il vous faut faire. Il faut plutôt développer une sorte de propriété dite résistante contre cette exploitation des mâles vers les femelles. C'est une interprétation. Interpréter l'anisogamie et le dimorphisme sexuel plutôt en termes d'un conflit sexuel. Une autre interprétation qui est beaucoup plus romantique et jolie, et c'est quelque chose qu'on trouve encore chez Darwin, et on trouve encore beaucoup des arguments en faveur d'une telle interprétation, et bien sûr, une fois qu'on avait des gamètes qui sont devenus de plus en plus grands, c'est un avantage. Ça a permis aux spermatozoïdes, aux mâles, d'exploiter ça, de produire beaucoup plus de gamètes de plus en plus petites, mais cette réduction dans la taille des gamètes a permis en retour aux femelles de produire des gamètes encore plus grands et immobiles. Donc le fait qu'on a aujourd'hui par exemple des ovocytes qui sont immobiles, c'est quelque chose qui n'est pas possible sans avoir des gamètes extrêmement mobiles. Donc il n'y a pas une interprétation juste en termes d'exploitation des conflits, il y a une sorte de complémentarité qu'on trouve entre les deux sexes différents. Donc il y a une sorte de division des travail. Donc c'est beaucoup plus romantique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, vous vous éloignez un peu de Richard Dawkins, ce qui fait parfois du bien. Right. Pourquoi j'ai introduit tout ça? Juste pour peut-être dire, il est non controversé qu'une interprétation, ou en tant que force motrice, conflit sexuel, c'est correct, mais aussi la complémentarité. Vous avez les deux, c'est que juste pas clair dans quelle espèce, dans quelle partie de l'arbre phylogénétique, c'est quoi qui était la force motrice principale. Et, oui, et il faut encore dire quelque chose, quel est le lien avec la sélection disruptive, c'est un peu l'aperçu pour la suite. Donc l'idée pour la suite est approfondir un petit peu cette controverse, qu'on ne sait pas exactement quelle est la bonne interprétation ou quelle est un peu l'importance relative, et donc identifier à la fin un problème pour l'induction qui est le problème du colloque. Donc,
Maintenant, tu dois me rappeler combien de temps il me reste. On a commencé à 35, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai encore une dizaine de minutes. dizaine, donc je dois... Ok. Right. 15. Oui. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sélection disruptive. Bactéries grandes, bactéries petites, pommes, fraises, c'était clair. Vous avez une espèce qui peut évoluer dans deux directions différentes. Mais c'était des exemples qui n'ont pas explicitement dit que c'est une espèce avec une reproduction sexuée. Une fois que vous avez une reproduction sexuée, il faut se rendre compte qu'il a des contraintes, il a une force de cohésion. En tant que femelle, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce qu'il faut en fin de compte encore trouver un mâle pour la reproduction. Vous ne pouvez pas faire la reproduction tout seul. Donc il faut qu'il ait cette complémentarité. Si vous prenez une sorte de direction évolutive trop extrême qui implique que vous diminuez la probabilité de trouver un partenaire pour la reproduction sexuée, c'est pas très bien. Donc il y a une sorte de force de cohésion qu'il faut garder en tête en tant que mot-clé. C'est jaune, une couleur veut dire mot-clé. Maintenant, il y a une sorte de tendance générale, un peu programme didactique contrastif. Dès que vous accumulez de plus en plus de différences, vous augmentez la probabilité d'amener à une spéciation. Maintenant, vous avez la force de cohésion. Et la particularité avec le concept de la sélection disruptive est que vous pouvez accumuler des différences dans une espèce sans aboutir à une spéciation. Gardez un peu, vous rappelez un peu de cette mot-clé un peu bleu, un peu une sorte de spécialisation écologique. Donc imaginons que ce côté-là c'est femelle, ce côté-là c'est mâle. Vous pouvez accumuler des spécialisations écologiques, et vous aussi. Et en tant qu'espèce, vous devenez de plus en plus différente, vous pouvez évoluer énormément, mais ça n'implique pas forcément une spéciation. C'est un peu comme dans les bactéries, vous poursuivez une certaine direction, vous accumulez des adaptations pour devenir de plus en plus fit par rapport au contexte environnemental, right? Le cas très simple. Maintenant, il faut juste se rendre compte que dans une espèce avec reproduction sexuée et le moteur sélection disruptive, nous sommes une espèce qui peut poursuivre deux schémas au même temps. Et parce que vous pouvez poursuivre deux schémas en même temps, vous pouvez accumuler des adaptations écologiques en même temps, dans deux directions différentes, vous diminuez la probabilité de spéciation. C'est ça un peu l'idée derrière ces concepts. C'est une raison pour laquelle c'est extrêmement intéressant de réfléchir à ce concept de sélection disruptive. Right. Donc, il faut juste garder en tête, sélection disruptive qui permet l'accumulation de spécialisations écologiques implique éventuellement, sous certaines conditions environnementales, quelque chose contre la tendance générale qu'une accumulation des différences implique une spéciation. C'est extrêmement rapide, mais il me faut être extrêmement rapide. J'espère que dans la discussion, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, il y a 3 slides pour faire un résumé, en espérant de clarifier peut-être les choses importantes à garder en tête. Donc, on a commencé, c'est moi qui ai commencé, qu'on fait une observation. On a des espèces A, B, C avec leurs propriétés. Ensuite, on fait un ajout de certaines prémices pour ensuite faire l'induction, pour, par une inférence phylogénétique, créer un joli arbre qui résume, au meilleur des cas, l'essentiel de l'évolution biologique. Ce que j'avais souligné avec l'image tout au début de la présentation était qu'il faut identifier certains characters, des caractères dérivés, qui sont, peu importe les détails, plus importants que d'autres pour construire l'arbre phylogénétique. Des caractères dérivés qui sont émergés après l'ancêtre commun. Ensuite, la question qui a inspiré le cas d'études biologiques était sous quelles conditions l'inférence phylogénétique est indépendante des processus causaux qui influencent l'évolution biologique. Inversement, dans quelle mesure une transition évolutive majeure invalide tout ça. Donc, ma question est, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans la biologie évolutive en tant que dynamique important
qui peut-être met en question les projets de faire des inférences phylogénétiques. Et mon intuition, c'est juste une intuition, est que la reproduction sexuée, avec conflits sexuels, complémentarité, sélection disruptive, toutes sortes de choses, est peut-être une sorte d'amalgame de systèmes complexes qui rend extrêmement difficile de faire une telle inférence phylogénétique par rapport à certaines parties. Pas pour conclure que l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés est plus récent que l'ancêtre commun qu'on partage avec des chevaux. Peut-être pour des choses comme ça, on peut se toujours mettre d'accord, mais par rapport à certaines parties de cet arbre phylogénétique, no way, on ne peut pas, ou disons. C'est trop spéculatif pour le faire. L'intérêt conceptuel du cas d'étude était démontré dans quelle mesure, à cause de la sélection disruptive, on diminue la nécessité d'aboutir à une spéciation parce qu'on peut accumuler chez les femelles et chez les mâles certaines adaptations écologiques, certaines spécialisations, pommes, fraises, des choses comme ça. Et donc persister en tant qu'espèce très longtemps dans le temps en évoluant énormément. Juste cette idée très générale, qui est à mon avis assez fascinant, que à cause de cette complémentarité, à cause de cette possibilité de poursuivre deux directions évolutives en même temps, en tant qu'une espèce, nous permet de pas trop souvent faire la spéciation. Donc, dernière slide. Il y a un fait général très peu controversé que la bifurcation, par exemple, celle qui a séparé le hominide, donc enfants comme nous, après avoir exterminé tous nos cousins, et Panina, donc finalement les chimpanzés, a duré plusieurs millions d'années. Donc ça c'est en tout cas un peu l'état actuel de la recherche, qui n'a rien à voir avec ma présentation, juste garder un peu cette mini détail en tête. Une implication peu controversée, j'espère, du cas d'étude que j'ai présenté est l'accumulation des différences entre les deux sexes sans spéciation. C'était un peu l'accent que j'avais mis tout à la fin. La particularité à souligner, pour tout le monde qui aime bien de faire tous ces débats un peu dans le paradigme système complexe, est que vous avez des forces motrices similaires en deux directions opposées suite à la sélection disruptive. Et les mots-clés en étaient, lors de la présentation, feedback loop et force de cohésion. Donc vous avez des feedback loops positifs et une force de cohésion. Et si vous voulez, dans votre tête, vous combinez tout ça ensemble. Et c'est un peu l'idée pour maintenant invalider un peu une partie du projet l'arbre phylogénétique. Vous pouvez avoir plus ou moins le même feedback loop, la même force de cohésion dans les populations qui sont déjà séparées. C'est ça un peu. L'idée dans l'arbre phylogénétique est que vous trouvez certains traits qui sont dérivés par rapport à l'ancêtre commun, qui sont un indicateur très fort pour une parenté proche. Mais en fait, une fois que nous, en tant qu'espèce ici, on est dans une dynamique qui montre un positive feedback loop, une force de cohésion, et on sépare. Maintenant, vous allez un peu dans une autre salle, vous allez accumuler probablement une tendance A, une tendance B avec une force de cohésion qui est très similaire par rapport à tout le monde qui reste dans la salle. Donc vous pouvez accumuler des nouveaux traits très similaires dans deux populations séparées. Et l'explication de cette similarité n'est pas comme une cause, un ancêtre récent chimpanzé humain, comme il est présupposé en tant que prémisse ontologique pour l'inférence phylogénétique, mais simplement parce que vous avez une dynamique qui est très contraignante. Donc vous pouvez nous séparer et on va quand même, pour certaines parties, évoluer dans la même direction. Donc, l'implication en tant que thèse spéculative est, à cause de cette combinaison-là, il est très difficile de conclure quel est l'arbre phylogénétique correct, les deux arbres que j'ai illustrés au début, quand il s'agit des espèces ou des ancêtres communs qui sont encore relativement proches. Simplement parce que la spéciation peut durer plusieurs millions d'années
Et juste ces simples effets-là, plus les deux dynamiques illustrées, impliquent que vous avez plutôt une sorte de grand nuage pour une longue temps où vous pouvez combiner plein de choses. Et une fois que vous avez cette dynamique, vous pouvez continuer à évoluer dans la même direction, même si vous êtes séparés spatialement. Right. J'ai encore une slide.